Le chef de l'État islamique n'est plus, son second non plus. Les raids des Delta Force américains en fin de semaine dernière a permis d'éliminer la plus haute hiérarchie de Daesh. Mais cela ne signifie pas que le serpent a perdu toutes ses têtes, car idéologiquement, ces groupes terroristes ne renoncent jamais. De même que l'Iran, et surtout ses proxys. Selon la plupart des experts militaires israéliens, la menace en provenance des gardiens de la révolution n'a jamais été aussi concrète. Selon Benjamin Netanyahou, des missiles iraniens longue portée de précision auraient même été dirigés contre Israël depuis le Yémen. Comme si le Premier ministre israélien avait ce besoin de prévenir ses voisins, Israël pourrait agir loin, très loin de ses bases. Alors on parle justement de Benjamin Netanyahou. Écoutez ce qu'il avait à dire il y a quelques jours sur la question de ces missiles. L'Iran veut développer des missiles de précision qui peuvent toucher n'importe quelle cible en Israël avec une précision de 5 à 10 mètres. C'est ce qu'il se passe. L'Iran veut utiliser l'Irak, la Syrie, le Liban et le Yémen comme base pour attaquer Israël avec des missiles de précision. C'est un très grand danger. Pour faire face à ce danger, nous devons faire deux choses. Premièrement, nous devons nous unir, car face au danger, nous nous unissons. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une simple phrase, c'est une réalité qui se produit lorsque l'équilibre des pouvoirs change au Moyen-Orient. Et mon invité principal aujourd'hui, c'est le général Israël Ziv. Bonsoir général, vous êtes ancien commandant des opérations spéciales de l'armée israélienne. Alors je rebondis sur la phrase de Benjamin Netanyahou qui dit que finalement l'Iran pourrait attaquer Israël depuis le Yémen. Pourquoi attaquer depuis le Yémen alors que c'est plus loin que l'Iran ? Je pense que pour répondre à cette question importante, il faut considérer d'une manière plus large la stratégie iranienne dans cette période et ensuite parler de la question yéménite. Le sujet qui sort un peu de l'ordinaire dans cet aspect, ce n'est pas le fait que des missiles soient déployés au Yémen, en fait depuis 2017, c'est ce qu'on sait en tout cas, mais que la stratégie iranienne est passée à la vitesse supérieure au cours de l'année écoulée, depuis la tentative iranienne de créer une présence, une influence dans plusieurs endroits du Moyen-Orient. Au cours de l'année écoulée, nous constatons qu'il y a une espèce de construction à plusieurs couches iraniennes qui se développe d'une manière opérationnelle comme d'une manière synchronisée depuis Téhéran. Cela comporte le Yémen, l'Irak, la Syrie, le Liban. Et la question du Yémen est née dans un contexte local, mais lorsqu'on la lie à la stratégie iranienne, eh bien, elle devient une menace, puisqu'il n'y a pas véritablement de menaces représentées par des missiles depuis le Yémen sur Israël, mais la stratégie iranienne est de créer une enveloppe de menaces beaucoup plus large face à Israël, et dans cet aspect, la question ou l'aspect yéménite intervient, et on constate également au cours de ces dernières années que tout ce qui est lié aux tentatives de s'en prendre à Israël directement, par exemple depuis le nord, depuis le plateau de Golan, il y a par conséquent une menace que l'on peut définir de manière différente de ce que l'on savait jusqu'à maintenant. Général Ziv, septembre 2018, à la tribune des Nations Unies, Benjamin Netanyahou dit qu'il s'en prendra aux intérêts iraniens au Liban, en Syrie, voire même en Irak. On connaît la suite. Selon des rapports étrangers, Israël aurait frappé en Irak. Est-ce que, lorsque Benjamin Netanyahou dit qu'il y a des missiles iraniens au Yémen, est-ce que ça veut dire que demain, on va se réveiller avec une frappe israélienne au Yémen ?
À partir du moment où il est connu qu'il y a un bras militaire, un bras opérationnel au Yémen, un proxy, eh bien, la stratégie israélienne n'est pas de forcément courir après le proxy, après le bras armé de l'Iran. Mais après, et je crois que nous allons constater véritablement au cours de ces derniers mois que si la situation dérive en une véritable menace depuis le Yémen pour Israël, eh bien Israël doit se concentrer beaucoup plus en Iran lui-même que de se concentrer dans le bras opérationnel yéménite. Il faut s'attaquer à la tête et pas forcément au doigt yéménite. Pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas trop en dire, mais je sais que Aviv Kochavi aime parler à ses anciens supérieurs, dont vous êtes parti, vous étiez le commandant d'Aviv Kochavi, chef d'état-major. Lorsque vous le rencontrez souvent, qu'est-ce qu'il vous dit? Nous discutons d'une série importante de sujets et bien évidemment dans le contexte de ces menaces. Oui, ce n'est pas un secret. Le chef d'état-major a affirmé que l'armée était inquiète de ce processus d'élaboration d'une stratégie iranienne d'une telle manière qu'elle inclut non seulement des capacités opérationnelles terroristes, mais également les missiles de croisière, des missiles balistiques. C'est un autre degré de menace et par conséquent, Tsahal doit effectivement prendre en considération ces menaces d'une manière sérieuse. En termes de construction des forces de défense et des forces offensives. Et il n'y a aucun doute que tout cela se rapproche. Ce n'est pas forcément dans l'avenir, mais c'est une menace auquel on est confronté aujourd'hui et maintenant. L'actualité également, Général Ziv, c'est cette opération des forces spéciales américaines en Syrie contre Abu Bakr al-Baghdadi. Je vous propose juste un instant de voir justement ce rapport entre ces Delta Force et les forces israéliennes. C'est exactement, Océane Nicole, l'objet de votre chronique, et justement ce rapport plutôt comparatif entre les Delta et les salariés de Matkal, Océane. Oui, Mathias, 70% d'entre eux sont des anciens rangers. C'est l'une des particularités de cette unité, c'est qu'elle est extrêmement secrète. Les militaires prêtent serment de ne jamais dévoiler, et même après la fin de leur service, les détails d'une opération effectuée. Du coup, difficile de savoir combien ils sont précisément, mais selon les estimations, eh bien, ils seraient près de 1000 à appartenir à cette force Delta et 2000 pour les SEALs. On parle ici de missions extrêmement précises, dangereuses même, des missions qui sont directement ordonnées par le Pentagone, et jusqu'au dernier moment, Mathias, ils ne connaissent ni leur destination ni l'objectif de leur mission. Ces forces spéciales sont parachutées, héliportées, envoyées, déployées la plupart du temps par les mers via des sous-marins pour justement rester discrets et secrets le plus longtemps possible. Ces forces d'élite sont isolées du reste de l'armée, et la plupart du temps, eh bien, les opérations se font à l'étranger et seulement très rarement sur le territoire américain. Ces commandos, Mathias, ne sont pas particuliers aux États-Unis. Ils existent aussi dans d'autres pays, notamment en Israël. L'équivalent ici des Delta, ce sont les commandos terrestres des Matkal, et l'équivalent des SEALs, eh bien, c'est la fameuse Chayetet 13, et il y a régulièrement des entraînements conjoints entre ces unités top secrètes. Israël Ziv, Général Ziv, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une collaboration entre les Chayetet, Matkal, SEALs et Delta pour aller chercher Qassem Soleimani, le chef des forces Al-Quds? C'est une bonne question et une question délicate. Mais je dirais une chose importante et franche, la collaboration existe, elle est profonde et elle
elle se dure depuis longtemps, elle est bien évidemment gardée secrète. Et il faut préserver la qualité de ces opérations, de cette collaboration, mais elle se déploie au niveau opérationnel, au niveau des renseignements, et il n'y a aucun doute que plus les défis sont complexes dans la lutte contre le terrorisme, plus cette collaboration et coopération devient significative. Merci beaucoup, Général Ziv. Une manière de dire tout sans ne rien dire. Merci, Général Ziv, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes l'ancien commandant des opérations spéciales de l'armée israélienne. Et mon invité également, c'est Manel Amslami. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'Association des jeunes Belges contre le terrorisme, membre du MR, le parti en Belgique, et également conseillère spéciale, assistante également au Parlement européen. Vous êtes actuellement en Israël pour une visite de plus d'une quarantaine de membres, si je ne me trompe pas, en Israël pour découvrir Israël. C'est votre premier voyage, on en parlera dans un instant. J'aimerais vous faire réagir d'abord sur ce que l'on vient de dire, l'élimination de Abu Bakr al-Baghdadi, le chef de Daesh. On sait combien Daesh a recruté au sein des zones sensibles, notamment dans la grande région de Bruxelles. Est-ce qu'on peut s'attendre à des réactions de représailles, selon vous, de certains jeunes? Représailles, le mot, je pense que le mot il est un peu exagéré dans ce contexte-là, mais peut-être qu'il y aura certaines réactions de la part des jeunes qui sont un peu marginalisés dans certains quartiers. Il y a toujours, Daesh a toujours recruté dans des quartiers comme ça parce que ces jeunes-là, ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont donc une cible, disons, très facile à recruter. Maintenant, si le chef al-Baghdadi n'est plus là, il y a certainement d'autres leaders. On sait bien que al-Baghdadi, ouais, il est le chef de Daesh, mais il y a d'autres leaders et le recrutement ne se passe pas via le chef, et ça se passe via d'autres personnes, via des organisations des fois, des fondations qui essayent de recruter ces jeunes-là à travers des associations, à travers des fois des projets entre guillemets. Et donc voilà. Mais comment empêcher concrètement au quotidien qu'un tel terroriste ne soit pas érigé en héros finalement dans ces quartiers? Est-ce qu'il n'y a pas un rôle d'éducation, justement? Bien sûr, bien sûr. Je pense que la Belgique a compris, après les attentats de Paris, les attentats de Bruxelles, qu'il y a un travail à faire, un travail d'ailleurs à long terme, à faire dans des quartiers comme ça. Et le travail est basé sur l'éducation, mais aussi sur la formation de l'emploi, parce qu'il faut trouver des emplois pour ces jeunes-là, pour qu'ils ne tombent pas dans le chômage, dans le radicalisme. Et il y a tout un programme qui s'appelle Déradicalisation, qui est mené par le gouvernement avec... Ça fonctionne? Ça commence à fonctionner. Je pense que pour trouver les résultats, il faut attendre un petit peu, parce que c'est un travail à long terme, mais aussi... Est-ce qu'on ne cherche pas, excusez-moi de vous couper, à justifier l'injustifiable? Je vois derrière vous, sur ces images, les images de l'État islamique et l'attentat, notamment de l'aéroport de Bruxelles. Est-ce qu'on ne cherche pas à justifier l'injustifiable? Est-ce qu'on ne cherche pas à trouver une explication à cette dérive des jeunes, alors qu'elle n'existe pas finalement? Il faut dire et condamner concrètement. Bien sûr qu'il faut condamner, parce que c'est injustifiable. La mort de 250 personnes au Bataclan, c'est injustifiable. On ne peut pas justifier des actes comme ça. Mais le problème, c'est qu'on a tous une responsabilité. Le gouvernement, les politiques, la société civile, les familles, l'éducation, on est tous responsables. Et c'est un échec. Je considère que c'est un échec pour la société de se trouver dans les radicalismes et avoir des attentats. Donc il faut que les acteurs sociopolitiques travaillent ensemble pour lutter contre le radicalisme, lutter contre le terrorisme. C'est un travail à long terme, mais il faut beaucoup de patience, mais aussi il faut une volonté politique.
ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc en parlant de politique, je disais en préambule que vous étiez aussi lobbyiste au sein même du Parlement européen. Est-ce que vous n'avez pas l'impression également qu'au sein même de ce Parlement européen, il y a un double standard? C'est-à-dire qu'on parle de terrorisme lorsqu'il s'agit de Daesh. En revanche, une action du Hamas ou du Hezbollah, ils sont appelés activistes et non pas terroristes. Oui, malheureusement, des fois, on ne condamne pas assez les actes de Hezbollah ou du Hamas parce que derrière, il y a aussi des lobbies, il y a derrière des partis politiques qui essayent un peu d'être proches de l'extrême gauche des fois et qui sont malheureusement des fois de mèche avec des mouvements comme ça et qui ont des fois des candidats qui sont soutenus par des mouvements islamistes et qui n'osent pas critiquer le Hezbollah ou le Hamas. Donc c'est des calculs. C'est ce que vous ressentez aujourd'hui au Parlement européen, c'est qu'il y a un double standard? Pas vraiment le Parlement européen. Ça se voit pas trop parce que c'est quand même un agenda qui est un peu caché. Mais ce qu'on a traversé dans les élections législatives ou les élections régionales, c'est qu'on avait carrément des candidats qui sont soutenus par des mouvements islamistes, mais ils sont toujours des candidats dans certains partis politiques en Belgique, mais ça existe en Belgique et en France. Donc, votre regard, ça sera ma dernière question, votre regard sur Israël que vous venez de découvrir. Vous avez parcouru Jérusalem, la vallée du Jourdain. Quel est votre regard? Oui, je pense que, comme on a eu la discussion avec des parlementaires, on a vu qu'il y a les minorités qui sont représentées dans le Knesset. Il y a beaucoup d'efforts pour la coexistence, le vivre ensemble entre les différentes communautés qui ont aussi des droits. Israël, c'est une démocratie. Peut-être qu'elle n'est pas parfaite comme toutes les démocraties. Il n'y a aucune démocratie qui est parfaite, mais quand même, c'est une démocratie. Et on a trouvé beaucoup d'exemples de vivre ensemble ici. Et je pense que les médias exagèrent beaucoup dans le conflit. Et aussi, il y a une image qui n'est pas, qui ne reflète pas la réalité sur Israël dans les médias. Vous avez compris certaines choses que vous ne voyiez pas auparavant? Non. Ouais. Certainement que, voilà, j'ai découvert des choses qui ne se trouvent pas dans les médias, exactement. En clair, pour pouvoir justifier, pour pouvoir parler et s'exprimer, il faut peut-être revenir sur place, et que ce soit dans la région, que ce soit en Afrique ou dans d'autres zones de conflit. Exactement. Merci Manel Mslami d'avoir été avec nous dans cette émission Défense. On continuera à être ensemble justement pour voir éventuellement si cette politique anti-radicalisation en Belgique a fonctionné, dont vous faites partie. Merci. Merci à vous. Alors on reste dans la région, je vous propose de regarder cet exercice de grandeur nature de comment éviter de paniquer au moment d'un attentat à victimes multiples. Ça s'est passé dans l'enceinte du stade de Jérusalem avec toutes les forces policières mais également de secours de Ihoud Hatzalah. Regardez. Une explosion dans l'enceinte d'un stade de football, suivie d'une attaque à l'arme automatique. C'est le scénario de l'exercice du jour, organisé par les services de secours Ihoud Hatzalah et supervisé par toutes les forces de sécurité israéliennes. Il faut positionner les forces au bon endroit, au bon moment. Qui est le commandant de l'incident? Les gens doivent savoir ce qu'ils doivent faire, où ils doivent aller, où ils doivent se déplacer, qui et où transférer les blessés. Plus nous nous entraînons à ce type de scénario, plus nous saurons quoi faire dans ce genre de cas. Et déjà, les premiers secours s'organisent. Ces infirmiers cherchent ici une issue de secours, d'autres placent les blessés sur des civières, côte à côte, sur la pelouse. Et les premières ambulances, arrivées très rapidement sur place, commencent à traiter les blessures les plus graves et à se diriger vers les hôpitaux les plus proches. Non sans un premier interrogatoire des policiers. Soldats, policiers, civils, un civil. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Vous avez vu ce qu'il s'est passé? Il y a eu une explosion, mais vous avez vu qui a actionné la bombe? Ok, je comprends qu'il est semi-conscient. Précisons qu'il s'agit donc d'un exercice. Mais pour nous, ces images ou plutôt ces blessures sont particulièrement dures. Les secouristes, eux, sont presque rodés. Non, ce n'est pas la première fois que je vois ça, dans des accidents et d'autres incidents. Et ici, c'est d'autant mieux parce que je peux transférer les blessés plus rapidement à l'hôpital le plus proche.
Ce supporter vient d'être très grièvement blessé dans l'enceinte du stade de Jérusalem. Les premiers soins lui sont attribués actuellement. C'est le type de scénario auquel s'entraînent ces unités de secours pour être prêts le moment venu. À l'intérieur de l'enceinte, on peut le voir sur ces images filmées par un mini-drone. Les secouristes s'affairent au sol et dans les tribunes pour traiter les blessés, dispersés sur plusieurs dizaines de mètres. Et dans les faits, il faut agir vite, car les mouvements de foule peuvent être fatals. En témoignent ces images amateurs tournées la veille de notre tournage avec des supporters du Beitar Jérusalem. On parle de milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. La particularité de ces secouristes ici, c'est qu'ils sont juifs, comme arabes israéliens. Le but de ces exercices face aux événements à victimes multiples est de surmonter le chaos. Ça va commencer avec une situation de chaos, ça va se terminer dans le calme. La question est de savoir si nous allons être capables de régler la situation en plein chaos et comment nous pouvons le plus rapidement possible aider les blessés. Nous avons réussi à révolutionner le bureau de Ihoud Hatzalah à Jérusalem-Est. Nous sommes désormais 98 volontaires, dont 14 médecins, hommes comme femmes réunis. Il n'y a aucune différence de race, de religion ou de sexe dans notre travail. Une coexistence entre secouristes juifs et arabes israéliens au service de tous. Plus de 70 morts depuis le début de l'année. C'est le bilan lugubre des violences internes dans le secteur arabe. Pour en parler, je reçois le porte-parole international de la police israélienne, Miki Rosenfeld. Merci d'être avec nous. En 2016, Jamal Khakrouch a été élevé au rang de commissaire divisionnaire, la première fois qu'un arabe israélien obtient ce poste en charge de l'amélioration du travail de la police avec la communauté arabe israélienne. Visiblement, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette question ? En ce qui concerne la police nationale israélienne, une décision stratégique a été prise par le gouvernement et mise en application par le ministère de la Sécurité publique Gilad Erdan, afin de renforcer les relations entre la police nationale israélienne et les différentes communautés arabes israéliennes pour anticiper et empêcher les actes criminels et répondre à la criminalité. Depuis que Jamal Khakrouch a pris ses fonctions, il a réussi à mener à bien un certain nombre de stratégies sur le terrain, dans les villages, mais c'est à la fois une stratégie de court terme et de long terme qui est mise en application par la police nationale israélienne. Il y a un problème fondamental qui existe et que nous devons comprendre dans les communautés arabes israéliennes. D'un côté, évidemment, nous sommes proches des communautés arabes israéliennes. Elles sont une part de notre société. Mais d'un autre côté, la majorité des activités criminelles qui se sont produites dans les différentes communautés. Si on regarde les différentes communautés juives, chrétiennes ou arabes musulmanes, on voit que la majorité des activités criminelles s'est produite dans la communauté arabe israélienne. Et donc, c'est ce sur quoi nous nous concentrons. Miki Rosenfeld, on voit ces images derrière vous, des images que vous m'avez envoyées soigneusement pour montrer le travail des policiers à l'intérieur de ces villes arabes. D'où viennent ces armes illégales ? De ce que l'on sait et de ce que l'on comprend jusqu'ici, la majorité des armes que nous avons trouvées, et je parle de saisies quotidiennes dans les différentes communautés arabes israéliennes, proviennent de la Cisjordanie. Donc nous travaillons à la fois dans les communautés arabes israéliennes dans tout le pays, sur la côte comme dans le nord. Et dans le même temps, nous menons des opérations conjointes avec l'armée, comme nous l'avons vu il y a encore 48 heures, au cours de laquelle nos unités entrent dans différentes zones palestiniennes et trouvent où ces armes ont été soudées et fabriquées. C'est de là précisément que proviennent ces armes. Il ne peut pas y avoir qu'un seul responsable, c'est-à-dire uniquement le secteur arabe. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une part de responsabilité des deux côtés ? La police nationale israélienne collabore étroitement avec les représentants des différentes communautés arabes israéliennes. Le principal objectif est de continuer à collaborer ensemble. Ça ne peut pas seulement reposer sur des opérations de la police israélienne sur les scènes de crime, travaillant 24 heures sur 24, répondant rapidement et directement. Si, au sein des communautés, les gens ne rendent pas leurs armes, si les gens ne sont pas conscients de la gravité d'ouvrir le feu et de blesser ou tuer des innocents. Donc, nous devons continuer à collaborer, c'est une partie de ce que nous faisons quotidiennement. Encore cette semaine, un nouveau commissariat a été ouvert à Tamra, dans le nord, et il apporte une aide à une communauté de plus de 61 000 résidents. Avec l'ouverture de plus de commissariats, nous étendons stratégiquement le périmètre de nos opérations. Nous améliorons les liens également avec la communauté. Il y a encore 6 commissariats qui doivent ouvrir d'ici 2020. Miki Rosenfeld,
on le voit et vous le dites très bien, ces armes sont pour l'instant dirigées vers le secteur arabe. Est-ce qu'elles pourraient demain être utilisées contre le secteur juif israélien, justement? De ce que l'on sait de ce qui se passe jusqu'à maintenant, il s'agit d'actes criminels liés à des activités illégales qui restent concentrées au sein de la communauté. Des gangs rivaux, des fusillades, des meurtres malheureusement suivis de vengeance. Soit pour de l'extorsion de fonds, pour du trafic de drogue, pour des activités criminelles qui ont cours au sein de cette même communauté arabe israélienne. Nous ramenons constamment des armes. Nous avons récolté plus de 4000 armes, y compris des dispositifs explosifs, des munitions, des pistolets, des M16, des armes automatiques, et ça va continuer. Nous avons mené plus de 2500 arrestations de suspects issus de la communauté arabe israélienne. En un mot, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce qu'il peut y avoir une réponse favorable de votre appel auprès des communautés arabes? Absolument. Nous pensons clairement que continuer à collaborer au niveau stratégique améliorera la situation. Et sur le terrain, je voudrais juste ajouter quelque chose d'important. Dans les 2 prochaines semaines, nous avons demandé et demandons à toute personne possédant une arme illégale de nous la ramener dans n'importe quel commissariat, dans le district côtier ou dans le nord. Cela n'entraînera pas de conséquences légales. Aucune démarche légale ne sera lancée contre ces personnes qui rapporteront ces armes illégales. Donc elles peuvent être ramenées, ces armes, librement, sans craindre quoi que ce soit de notre part. Un vrai enjeu, sachant que la dernière campagne de ce type, en plus de 6 mois, seulement 3 armes avaient été justement ramenées à la police israélienne. En tout cas, merci d'avoir parlé de ce dossier épineux. Miki Rosenfeld, porte-parole de la police internationale, porte-parole internationale de la police israélienne. Cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve bien évidemment, même endroit, même heure, la semaine prochaine.